L'Europe a toujours vécu avec un grand et positif engagement des peuples. Ça a été toujours quelque chose qui n'a jamais été mis en discussion. Ça pouvait être un peu plus, un peu moins, mais c'était quelque chose qui, dès le début, a été la clé et la force de l'idée de l'intégration européenne. Tout ça a changé radicalement il y a quelques années. Et le changement est lié à des événements qui ont naturellement fait basculer les choses. Ces événements sont, le premier, le fait que l'Europe n'est plus seulement l'idéalisme, les grandes valeurs, mais c'est des choix très concrets qui touchent à nos vies quotidiennes. Quand on a l'euro dans nos poches, naturellement, on se réfère tout de suite à ce que l'Europe fait, parce que si j'ai un travail, si je n'ai pas de travail, si les choses vont bien, si les choses vont mal, le fait que l'euro est dans mes poches m'amène à dire que ce n'est pas seulement la faute de mon gouvernement ou de ma région, de ma commune, mais c'est la faute de l'Europe. Et en même temps, puisque l'Europe n'a pas le visage ou la accountability démocratique comme normalement ça se passe pour un gouvernement, je vote pour un gouvernement ou pour un parlement qui élit le gouvernement, je vote pour mon maire, donc je suis en condition de lui dire ou de dire franchement, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Il y a un circuit très clair démocratique, alors qu'en Europe, on sait très bien que la chose est beaucoup plus compliquée. On ne comprend pas très bien qui décide, comment on décide. Et l'autre grande question, c'est la question de la sécurité, le fait qu'on a eu l'impression, surtout les dernières années, le terrorisme, la crise migratoire, la question de défense liée aussi au désengagement des États-Unis dans le théâtre européen, l'impression nette que les choses ont changé. Et donc on commence à s'en prendre à l'Europe. L'Europe, auparavant, nous donnait seulement des nouvelles positives. Elle nous donnait l'argent pour l'agriculture, elle nous donnait l'argent pour les fonds structurels. Si on n'était pas membre de l'Europe, je pense à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce et puis aux pays de l'Est, elle nous donnait la liberté, la démocratie. Donc c'était seulement du positif. Les choses ont changé. Et c'est pour ça que si on ne change pas l'Europe en parallèle avec ce changement, le décrochage des peuples risque de devenir une constante et quelque chose qui va faire chuter tout. Et ce décrochage des peuples, donc, ne peut pas trouver une solution seulement avec un peu d'engagement, un peu d'idées créatives et tout ça. Non, c'est quelque chose de plus profond. Il faut qu'il y ait, premièrement, un circuit démocratique qui soit beaucoup plus fort. J'ai toujours pensé que les listes transnationales, dont le président Macron a beaucoup parlé, étaient une bonne idée. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de dire on ne vote pas un Parlement européen avec la méthode avec laquelle on le vote aujourd'hui, en ayant seulement en tête la dimension domestique. À la fin, ça ne marche pas. Et je pense que ça ne marche pas. On vote nos parlementaires européens, on ne sait même pas qui c'est, le parlementaire européen, on le vote, et on le vote surtout sur des raisons domestiques. Il n'y a pas de discussion, de débat. Moi, en tant que citoyen, je ne vote pas pour une idée d'Europe. Je n'ai pas des options différentes d'Europe devant moi quand je vote. Donc les listes transnationales étaient un peu cette idée, et je pense qu'il faut la reprendre. J'ai toujours plaidé pour une élection directe du président de la Commission européenne. C'est une autre façon de s'engager. Donc il y a un sujet démocratique très fort, mais il y a, je pense, toute une série d'autres sujets liés à l'aspect culturel, éducation, pédagogie, qui concernent l'Europe, qui sont très importants. La question, par exemple, de l'éducation, de l'école. On se bat beaucoup sur la question de l'Erasmus pour les jeunes étudiants. À l'Institut Jacques Delors, on a créé un task force pour voir comment rendre cette idée concrète et réalisable. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'Erasmus, ça marche, c'est très bien, mais en vérité, l'Erasmus, c'est vraiment pour une toute petite minorité de gens. 500 millions d'habitants en Europe, et dans les dernières 30 années, seulement 3 millions
on fait l'Erasmus, parce que c'est pour les étudiants universitaires, surtout en large partie, et les étudiants universitaires, c'est une partie minoritaire et un peu d'élite de nos pays. C'est la partie la plus ouverte, issue des familles les plus naturellement ouvertes, les gens qui parlent les langues, etc. Alors que aujourd'hui, on a besoin de parler et de travailler surtout avec la partie de nos peuples qui est la partie dans laquelle on ne voit pas l'Europe comme quelque chose de positif seulement si on est à l'aise avec la mondialisation. Mais il faut parler de l'Europe surtout quand on n'est pas à l'aise avec la mondialisation, quand on a peur que cette mondialisation nous fasse perdre notre identité, nos repères. Et d'un autre côté, la question de l'Europe qui protège, je pense, est très importante. Donc tout ce qui est lié au sujet de sécurité, de gestion, trouver la façon de rendre gérable la question des flux migratoires qui est devenue un chaos total. Et quand les gens ont l'impression que leur gouvernement et l'Europe n'ont pas le contrôle sur les choses, à la fin, on suit facilement les mots les plus populistes. Et c'est un peu un des sujets très forts qui est en train de se dérouler. On a aujourd'hui une grande opportunité qui est celle des consultations citoyennes pour l'Europe. Ça a été lancé, ça va commencer au mois d'avril, ça a été une très bonne idée. Emmanuel Macron l'a lancé déjà l'année passée, le nom était Convention démocratique, ça a été changé parce que beaucoup de pays se sont dit on ne veut pas un nom qui donne le risque que ce sont des lieux où on décide, ce sont des consultations. Bon. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de travail à faire et j'ai vu que la chose est en train de se mettre en place avec beaucoup d'idées intéressantes. Il va y avoir des rencontres territoriales, donc des rencontres dans lesquelles on se parle physiquement, et il va y avoir du numérique. Et je pense que là, c'est peut-être la différence avec le passé, parce qu'on peut donc rejoindre un tas de monde, un tas de gens qui n'étaient pas joignables auparavant. Donc, je vous invite à faire partie de toute cette discussion, parce que ça va être un débat important pour faire revenir des idées et avoir à la fin de ce process, à la fin de l'année, des pistes intéressantes de changement, de réforme, même sur des choses concrètes. Quand je pense au monde de l'économie, des entrepreneurs, quand je pense au monde du travail, je pense que l'Europe pourrait, par exemple, lancer des pistes de harmonisation fiscale, de taxes uniques sur beaucoup de sujets sur lesquels on devient fou. Si on doit passer de l'imposition d'un pays ou de l'autre, si on est une moyenne entreprise qui travaille dans plusieurs pays européens, on a la même monnaie, on a le marché unique, mais on devient fou quand on parle d'imposition, parce que chaque pays ça a été à cause des Britanniques qui ont toujours mis le veto sur une harmonisation fiscale. Maintenant, ils sortent, il faut tirer bénéfice de tout ça. Voilà, c'est une idée. Mais je pense qu'il faut pousser dans cette direction. Et le numérique va être très important parce que c'est une façon de donc se concentrer sur des propositions et faire en sorte que beaucoup de monde puisse se joindre. D'une façon concrète, en séparant, ça c'est un peu mon point, et c'est le point final avec lequel je conclus, en vous remerciant de cette opportunité, en séparant l'idée d'intégration européenne des moyens concrets avec lesquels ça devient concrètement réalisable. Parce qu'on peut discuter sur les deuxièmes, mais il faut que le premier soit un point clé et que ça reste. C'est-à-dire, il ne faut pas que, puisqu'on n'est pas d'accord sur la façon dans laquelle on fait l'Europe, on dit, bon, alors on ne fait pas l'Europe. Non, il faut la faire, parce que dans le monde de demain, avec la Chine, l'Inde, l'Europe, ou bien on est tous ensemble, ou bien on ne va compter rien. Donc il faut la faire. On peut discuter de comment la faire, mais il faut éviter, disons, le modèle Brexit. On n'est pas d'accord sur ça et sur ça, donc on sort comme ça. Je pense qu'ils vont payer ce choix, mais ils l'ont fait parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup d'aspects de comment l'Europe marche. Bon, il faut changer ces aspects, mais il ne faut pas casser tout, parce qu'à la fin, on le paiera. Et donc, c'est pour ça que ces consultations et ce travail peut être, je crois, très intéressant.